J'ai choisi de faire un enfant toute seule et du coup de faire appel à la PMA et donc à un donneur anonyme pour avoir ma fille. J'ai jamais vraiment eu une relation longue avec quelqu'un, ou en tout cas rencontrer quelqu'un avec qui j'aurais voulu partager ma vie et partager du coup l'éducation d'un enfant. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu ces 15 dernières années sur des opportunités. Donc j'ai eu un job, une possibilité de travailler aux États-Unis, j'y suis allée. J'ai une possibilité de travailler en Chine, j'y suis allée. Donc j'ai vraiment 100% profité de façon très indépendante et c'est comme ça que je suis en fait. Donc je pense pas que le format en couple, en tout cas pour moi, fonctionne. Je pense pas que c'était quelque chose qui, qui me plaît en fait. Donc du coup, après c'est des choses qui viennent maintenant parce qu'il y a le recul, parce que j'ai quand même travaillé sur une déconstruction énorme. Enfin moi je viens d'une famille catholique, donc du coup c'était fallait aller à l'église, on aura des enfants, et puis il y a des étapes en fait dans la vie où on est en couple, après on s'installe, après je sais pas, on achète un appartement et puis après on décide d'avoir, enfin je sais pas, j'avais l'impression que tous ces stages-là sont un chemin qui conviennent très bien à beaucoup de gens et qui rentrent dans les cases en fait. Ben, moi ça m'allait pas en fait. Moi je pense que c'est quelque chose qui me correspondait pas. Mais j'avais toujours cette petite idée au fond de ma tête de pouvoir créer ma propre famille. Et du coup, ouais, j'ai ma propre famille et on est une famille de deux et c'est super. On s'appelle plutôt maman solo par choix pour essayer de faire vraiment la différence entre les mamans qui ont subi leur célibat et leur monoparentalité et celles qui l'ont choisi. Moi, je suis maman solo par choix parce que j'ai choisi de faire un enfant toute seule et du coup de faire appel à la PMA et donc à un donneur anonyme pour avoir ma fille. On pose jamais la question aux parents hétéros cisgenres pourquoi tu veux être parent, parce que ça rentre dans la continuité des choses et jamais les gens sont confrontés à ça. En revanche, moi, on m'a souvent posé la question, mais pourquoi tu veux être mère? Et j'ai juste envie de dire, moi, je me voyais pas dans la vie sans enfant, point barre. Et j'ai pas à donner plus de raisons. Et c'est assez marrant parce que quand on y réfléchit, la monoparentalité non choisie par une femme qui subit un viol et qui décide de garder l'enfant ou qui, à un coup d'un soir, a eu un enfant et décide de le garder, ça, on va dire OK parce qu'elle l'a pas choisi et on va lui dire il n'y a pas de souci, alors que moi qui ai pris la décision de le faire, non. Je vous donne un exemple très concret. Ce qui s'est passé, c'est que en 2014, je suis tombée enceinte et j'ai décidé d'avorter. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes donc qui m'ont dit mais non, mais tu vas t'en sortir toute seule, il n'y a pas de raison. Il y a beaucoup de femmes qui sont maman solo, il y a pas de raison que tu n'y arrives pas, c'est possible et tout ça. Et puis aujourd'hui, maintenant que je suis dans de bonnes conditions, que financièrement je peux subvenir aux besoins, que tout est bien, alors que c'était pas le cas en 2014, ces mêmes gens me disent quoi? Mais non, pourquoi tu fais ça? Il y aura pas de papa. Et je dis mais attends, ton discours. Donc aujourd'hui, parce que j'ai le choix et parce que je décide moi-même de prendre cette décision, c'est pas valide. Mais en revanche, avant, parce que j'étais en mode victime et je la subissais, là, ok, non, ça va pas. Ça n'a aucun sens. Il y a cette idée aussi de dire, mais en fait, il y a plein de familles différentes. Aujourd'hui, il y a plein d'enfants où il y a deux papas et du coup, il n'y a pas de maman, ou il y a deux mamans et du coup, il n'y a pas de papa. Et les enfants, ils vont très bien. Et en fait, moi, je pars du principe, la seule chose qu'un enfant a besoin d'avoir, c'est de l'amour. Et à partir du moment où on est prêt à en donner et à faire tout pour que cet enfant puisse se développer correctement, on n'en a rien à foutre de savoir qui s'en occupe. Quand on a fait appel à la PMA et que on est passé par des picousses dans le ventre, qu'on est passé par des traitements extrêmement violents pour le corps, merde, c'est qu'on le veut vraiment cet enfant. Donc c'est un enfant qui est potentiellement super aimé d'être sur Terre. Donc il n'y a pas de raison que ça le fasse pas en fait. Et qu'il n'y ait pas de papa ou de figure masculine.
Si, elle croise plein d'hommes tous les jours. Elle n'a pas besoin d'une référence masculine, parce que moi, je pars du principe que justement, le genre ne devrait pas jouer sur la différence d'interprétation d'une personne. Maintenant, là où elle va être confrontée à ça très souvent, et ce à quoi elle est confrontée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tous les jours, elle a des papas et des mamans des papas qui viennent chercher des enfants, et elle se dit papa, maman, machin, et on en parle. Et elle a des petites histoires que je partage avec elle pour lui expliquer que justement qu'il y a différents types de familles. Moi, j'ai choisi la transparence totale et la communication totale. Et il y a des livres pour ça qui permettent d'expliquer à ma fille que maman, elle n'a pas forcément trouvé quelqu'un, ou que maman, elle avait envie de fonder sa famille, et que du coup, elle a fait appel à une doctoresse très gentille qui a mis une graine dans le ventre de maman. Et voilà. Et on ne va pas rentrer dans le détail total de la conception tout de suite, mais je pense que moi, j'ai pris parti de décider de ne pas dire tu n'as pas de papa, parce que ça voudrait dire que du coup, il y a une négation et il y a quelque chose qui fait qu'il manque quelque chose. Moi, je lui dis tu as une famille différente, ou tu as une famille avec une maman. Et il m'est arrivé une fois, effectivement, de me retrouver avec des amis, et j'avais vraiment l'impression d'être... ils étaient bizarrement tous en cercle et me posaient des questions les uns après les autres en me disant mais du coup, tu vas faire quoi pour ça? Mais tu vas... Et j'avais vraiment senti un interrogatoire, et à la fin de cette discussion, j'avais limite l'impression qu'ils allaient me donner leur validation ou pas, en disant ok, c'est bon, tu as eu des bons arguments, on valide, et sinon on valide pas. Et j'avais là vraiment le sentiment que les gens se sentaient concernés par cette décision et avaient besoin de donner leur opinion là-dessus, alors que je ne leur ai pas demandé en fait. Dans mon parcours personnel, le fait de ne jamais avoir été en couple assez longtemps, j'ai déjà été confrontée à plusieurs reprises à mais quand est-ce que tu nous ramènes un mec, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que machin. Et du coup, un jour, je leur ai dit arrêtez en fait, arrêtez de me poser cette question. Vous voyez bien que je vis ma vie, que je suis très bien, qu'il n'y a aucun souci. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, toute la période de réflexion sur ça, je l'ai vraiment fait toute seule, sans aucun avis, sans aucune approche, à part cette énorme communauté en ligne. Et ce qui est complètement incroyable, c'est qu'on partageait des choses extrêmement intimes avec des gens complètement inconnus qu'on ne verrait jamais. Et j'ai annoncé au goutte à goutte un petit peu à mon frère, puis à ma sœur et machin au bout d'un moment. Mais le moment fatal en fait de l'annoncer à mes parents, c'était 1 mois avant de commencer ma démarche, parce que je voulais arriver en ayant toutes les cartes en main. Et justement en leur disant c'est ma décision, ça va être prise dans 1 mois, si vous avez des questions, allez-y. Et ça s'est passé comme ça, et on a pris 2 jours de discussion à échanger et tout ça. Et finalement, j'attendais même pas de validation de leur part, hein, mais j'attendais juste qu'ils puissent comprendre la démarche. Je sais pas encore si aujourd'hui ils la comprennent, mais en tout cas, on en a bien discuté, ils connaissent tout. Il y a différents choix quand on commence à entreprendre la PMA. Déjà, le choix en Suisse, il n'est même pas possible. Donc, pour l'instant, la Suisse, c'est pas possible. Il y a la possibilité, du coup, de le faire à l'étranger. Il y a des pays comme l'Espagne, par exemple, qui proposent la PMA aux mamans solo sans aucun problème. Il y a tout un business là-bas de cliniques privées qui proposent. Mais en revanche, le donneur est complètement anonyme. Et on n'a pas le choix du donneur. Ça veut dire que c'est la clinique qui va choisir un donneur pour nous en fonction de la couleur de notre peau, la couleur de nos yeux et la couleur des cheveux, qui va se mettre le plus proche possible de nos traits physiques. Ou alors après, on peut aller au Danemark ou au Portugal, il me semble, mais je suis pas complètement certaine, pour avoir le choix du donneur. On peut choisir d'avoir ce qu'on appelle un donneur ouvert. C'est un donneur qui est éventuellement d'accord pour que l'enfant le retrouve à passer ses 18 ans. Et puis, il y a les donneurs qui sont anonymes, fermés, qui, eux, ne veulent pas être potentiellement dans la vie de l'enfant, en fait. Dans la vie, j'aurais pu sortir avec n'importe quel type d'homme. Donc, je voulais vraiment choisir les critères physiques, en tout cas, de mon donneur. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner en ligne et à tomber sur les banques internationales de sperme. Et moi, après, j'ai eu cette autre possibilité de le faire en France sous le manteau, parce que le faire dans la voie légale aurait pu être possible.
sauf qu'en France, on a très peu de donneurs par rapport à la demande. Et comme on ne monétise pas les paillettes, on va les appeler les paillettes, c'est un petit peu plus sympa. Les donneurs, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en avait peut-être 3000 pour le double ou le triple de demande. Et comme le dit ma doctoresse, c'est de la flotte, en fait, le sperme, parce que tous les donneurs n'ont pas forcément un bon pédigré, entre guillemets. Et du coup, ce qui est assez horrible, parce que du coup, les femmes qui passent par l'IAD font plusieurs tentatives et du coup se sentent vachement affaiblies par le parcours, parce que ça fonctionne pas. Alors que c'est pas forcément leur faute, c'est parce que le sperme est pas top, en fait. Je crois que les dernières statistiques disaient qu'il y a que 10% des hommes qui se présentent pour être donneurs en banque qui sont sélectionnés. Parce que pour eux, c'est important en termes de business, parce que c'est littéralement ça, d'avoir un taux de réussite qui fonctionne, en fait. Mais du coup, cette pratique-là, parce qu'on achète le sperme, n'est pas reconnue comme légale. Parce qu'il y a cette loi qui dit qu'en termes de bioéthique, on ne peut pas acheter les parties du corps. J'ai longtemps réfléchi à si je voulais donner l'identité, la possibilité de donner l'identité ou pas. J'étais partie sur le principe que j'avais pas envie de créer une sorte de fantasme ou une sorte d'image à ma fille en disant à tes 18 ans, tu vas pouvoir rencontrer ton donneur. J'avais pas envie de donner ça parce que ça donnait peut-être trop de place à ce donneur dans la vie. Il en a une place et il en a une très importante, mais j'avais pas forcément envie de l'intégrer complètement dans notre vie comme ça.